Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce qu'on peut vraiment décrire l'horreur avec des mots? Est-ce qu'on peut faire ressentir la mort avant même qu'elle arrive? C'est le pari fou, le défi incroyable que relève Victor Hugo dans le chapitre 39 du Dernier jour d'un condamné. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de ce texte qui est bien plus qu'un chapitre. C'est un véritable réquisitoire contre la peine de mort, construit avec une précision chirurgicale et en même temps une fureur poétique. Pour bien saisir toute la puissance de l'argumentation de Hugo, on va suivre sa stratégie pas à pas en 4 temps. D'abord, on va voir comment il fait voler en éclats le mythe d'une mort douce. Ensuite, il nous emmène là où ça fait mal, dans la torture invisible, l'agonie psychologique. De là, il va nous poser une question absolument vertigineuse. Au fond, qui peut vraiment témoigner de ce que c'est que de mourir? Et enfin, on verra comment, face à ce silence, Hugo fait de l'écrivain le porte-parole de ceux qui n'ont plus de voix. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier assaut de Hugo, il vise une idée bien ancrée, une sorte de mensonge confortable que la société du 19e siècle se racontait à elle-même pour justifier, pour justifier l'injustifiable. C'est une illusion collective pour apaiser les consciences. Dès les premiers mots, le ton est donné. Ils disent. Ce « il », ce n'est pas juste un pronom, non, c'est le bruit de fond de la société, l'opinion publique, la voix froide, anonyme, qui juge sans savoir. Et face à ce « il » massif, indifférent, Hugo place la voix du condamné, un jeu solitaire et absolument terrifié. Le décor est planté, le duel est engagé. Et cette illusion, elle a un nom, d'une ironie terrible, la mort simplifiée. Vous imaginez? Simplifiée, comme si ôter la vie à un homme pouvait être simple. Hugo est en train de dénoncer cette façon de transformer l'horreur absolue en une simple procédure administrative, un acte propre, mécanique. C'est cette illusion que tout le chapitre va s'attacher à détruire pièce par pièce. Alors, face à ce mensonge de la mort simple, la réponse d'Hugo est immédiate et elle est géniale. Il ne va pas se lancer dans un débat sur la vitesse de la lame, pas du tout. Il déplace complètement le champ de bataille. Il nous force à regarder là où personne ne veut regarder, à l'intérieur de l'homme, dans le labyrinthe de sa conscience, là où se joue la véritable torture. Et sa première arme, c'est une question. La société se concentre sur la seconde de l'exécution. Lui, Hugo, il nous parle de l'éternité qui la précède. 6 semaines. 6 semaines à attendre la fin. Il redéfinit complètement la peine de mort. Ce n'est plus un instant, c'est une lente, une interminable agonie morale qui dure des semaines. Et pour qu'on comprenne bien, il utilise une métaphore saisissante. L'échelle de torture. C'est magnifique et terrible à la fois. Le condamné ne marche pas vers la mort, il y grimpe. Chaque jour, chaque heure, c'est un barreau de plus dans cette ascension vers le vide. L'angoisse, l'isolement, la peur. Chaque barreau est une nouvelle forme de souffrance. L'échafaud ce n'est que le tout dernier barreau de cette effroyable échelle. Et puis, arrive le coup de maître, porté avec une ironie glaciale. Apparemment, ce n'est pas la souffrance. En faisant semblant d'être d'accord avec ses adversaires, Hugo révèle en fait toute la monstruosité de leurs pensées. C'est une phrase qui hurle en silence. En nous disant que ce n'est pas de la souffrance, il nous la fait ressentir avec une force décuplée. C'est comme s'il nous disait « Regardez bien cette horreur et osez me dire que ça n'existe pas ». Et c'est là que Hugo nous pose une question fondamentale, une question qui nous hante bien après avoir refermé le livre. Qu'est-ce qui est le plus terrible au fond? Voir son sang s'écouler goutte à goutte, ou bien sentir son esprit, sa conscience, son intelligence s'éteindre pensée par pensée? En mettant sur le même plan la mort de l'âme et la mort du corps, il donne à la souffrance invisible une réalité, une matérialité aussi tangible que celle de la chair. L'argumentation de Hugo, c'est comme un étau qui se resserre. Après avoir prouvé qu'il y a une torture morale, il revient à l'idée de départ. La mort physique, elle, serait douce. Et là, sa question est d'une simplicité désarmante, presque brutale. Mais enfin, comment le savez-vous? Quelles sont vos preuves? Voilà le cœur de son réquisitoire. En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Avec ces 2 petites questions, Hugo retourne complètement la situation. Ce n'est plus à lui de prouver que la mort fait mal, c'est à la société de prouver qu'elle ne fait pas mal. Et bien sûr, il sait que c'est une preuve impossible à apporter. Et pour être bien sûr qu'on ait compris, il utilise une image qu'on n'oublie jamais, à la fois grotesque et terrifiante. Est-ce qu'on a déjà vu une tête coupée se redresser pour rassurer la foule? C'est une démonstration par l'absurde, mais d'une efficacité redoutable. Le seul témoin valable, le seul qui pourrait confirmer cette mort douce, c'est précisément celui qu'on vient de faire taire à tout jamais. Hugo pousse alors la logique jusqu'au bout. Qui pourrait témoigner? Les têtes coupées? Les morts qui reviendraient de l'au-delà pour remercier leur bourreau? Ou peut-être, ironise-t-il, faudrait-il demander à Robespierre ou à Louis XVI qui sont passés par là? L'ironie est cinglante. La conclusion est sans appel. Il n'y a aucun témoignage. Le seul témoignage, c'est le silence. Et ce silence est assourdissant. Alors une question se pose. Si les morts ne peuvent pas parler, qui va le faire?
C'est ici que l'on voit toute la puissance, toute la mission que Hugo assigne à la littérature. Face au silence des victimes, l'écrivain se lève. Sa plume devient le porte-voix des sans-voix. La littérature devient une arme au service de l'humanité. Et attention, ne nous y trompons pas. Chaque détail sanglant, chaque image insoutenable, ce n'est pas du voyeurisme gratuit. Pas du tout. Chez Hugo, l'horreur est une arme rhétorique. Il ne cherche pas à nous manipuler, il cherche à détruire notre indifférence. Sa stratégie est simple, mais elle est géniale. Nous faire ressentir pour nous obliger à comprendre. Et finalement, Hugo se tourne vers nous, ses lecteurs. Il nous pose la question la plus intime, la plus dérangeante qui soit. Vous êtes-vous jamais mis, ne serait-ce qu'en pensée, à sa place? Le débat n'est plus abstrait, c'est un appel, une invitation à l'empathie la plus radicale. Il nous demande de faire ce que la société refuse de faire, voir l'être humain derrière le condamné. Et pour être certain qu'on ait bien compris, il nous force à regarder. Il ne nous épargne rien. La lame qui mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres. Après avoir détruit l'illusion avec la raison, il l'achève avec la sensation brute, physique. Il ne reste plus qu'un seul mot, un cri, qui résume tout, horreur. Le mensonge de la mort douce est anéanti. Ne reste que la vérité, sanglante et insoutenable. Ce chapitre, c'est une démonstration éclatante du pouvoir de la littérature. Hugo ne se contente pas de dénoncer, il nous fait vivre le débat de l'intérieur. Et il nous laisse avec cette interrogation immense, la force des mots, la puissance de l'empathie. Est-ce que ça peut vraiment changer le monde? Est-ce que ça peut être plus fort qu'une loi gravée dans le marbre? Le pari de Hugo, c'était que oui. Et près de 2 siècles plus tard, son texte continue de nous prouver qu'il avait, peut-être, raison.